on va parler de maladie de Carré, une maladie qui est un véritable fléau pour nos petits compagnons. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes et aujourd'hui on va parler de maladie de Carré. La maladie de Carré est une maladie qui est encore plus ancienne que le sont nos chiens, puisqu'elle existe avant même que le premier chien arrive. La première information, le premier registre de maladie de Carré date de plus de 15 000 ans, dans une tombe qui a été retrouvée avec un jeune humain à son intérieur, qui était enterré avec son chien, son jeune chien aussi. Et les datations au carbone 14 ont montré qu'il s'était âgé de proche de 15 000 ans, et des recherches en nécropsie ont montré que le chiot était mort de maladie de Carré. Des vestiges de virus ont été trouvés dans les dents des restes mortels de ce petit chiot. Ça montre que c'est une maladie ancienne et que c'est une maladie qui nous embête depuis longtemps. Or, c'est une maladie qui affecte donc des canidés en général, c'est-à-dire les loups, les chacals, les coyotes, les renards, mais aussi les mustélidés, les furets, les blaireaux. Ça a déjà été décrit aussi dans des ours, en spécial des pandas en Chine, et plus rarement ça a été décrit aussi dans des félidés sauvages comme des lions et des tigres. Ce n'est pas une zoonose, donc ça ne nous affecte pas, mais c'est une maladie qui est assez complexe et pas très simple à gérer, comme nous allons voir. On va parler un petit peu donc de l'étiologie. J'aurais pu parler que c'est un virus à RNA enveloppé, à phyte simple, de la famille des paramyxovirus, mais ça, il suffit d'aller chez Google, vous allez voir ça. Donc je préfère donner à cette vidéo l'empreinte suivante, mon expérience personnelle par rapport à ce virus, que j'ai toujours su que j'allais retrouver dans ma vie professionnelle et que j'allais combattre plusieurs fois, vu que je voulais me spécialiser en clinique d'animaux de compagnie. Et donc je me suis préparé en me renseignant à niveau scientifique, pas seulement dans les livres, mais aussi dans des travaux scientifiques, et en spécial à niveau pratique aussi, et dans des cliniques vétérinaires. Et comme ça, j'ai pu avoir vraiment des véritables batailles contre ce virus, des batailles que je n'ai pas gagnées fréquemment. À la fin, c'est un virus dont le taux de réussite par rapport au succès est de l'ordre de 7% pour des animaux qui ne sont pas vaccinés. C'est un virus qui est pantropique. Donc, différemment de certains autres, une fois qu'il se dissémine dans l'organisme, il se manifeste dans plusieurs régions et de plusieurs façons différentes. Il est transmis par les aérosols, par les sécrétions qui sont expulsées par le nez et par la bouche, mais aussi par l'urine et par les selles. Et une fois qu'il gagne un nouvel organisme, il se réplique dans l'épithélium nasal. Et il y a environ 8 jours d'incubation avant la première virémie, quand il se dissémine au niveau de l'organisme. Et c'est là qu'une vaccination peut faire toute la différence, parce qu'au début de la virémie, qui cause une certaine fièvre, si le chien est bien vacciné, il a des anticorps qui pourront faire face à cette première virémie, transformant la maladie en un problème subclinique, c'est-à-dire à peine perceptible. Et dans ce cas, vous ne saurez même pas que le chien a eu la maladie de Carré. Mais quand l'animal est mal vacciné, ou il n'est pas vacciné, il n'y a pas de défense, cette virémie, elle suit son trajet, et elle se dissémine au niveau de l'organisme, et elle peut causer la maladie qui, schématiquement, est divisée en 4 phases. Je vous en parenthèse, j'aime pas trop la nomenclature phase, parce que ce ne sont pas des épisodes que se succèdent. Elles peuvent arriver de façon inversée, elles peuvent arriver de façon classique, elles peuvent arriver tout en même temps, elles peuvent arriver seulement d'une certaine façon, et même on peut se battre contre cette maladie. Et à la fin, quand on pense qu'on a guéri le chien et qu'on le rend à son propriétaire, quelques jours après, le chien revient avec une phase complètement différente. Donc ce n'est pas une maladie très franche à ce niveau-là. Les 4 phases sont la phase respiratoire, la phase épithéliale, la phase digestive et la phase nerveuse. Au niveau de la phase respiratoire, le chien, il a le virus qui se situe dans son appareil respiratoire, causant une pneumonie virale qui peut ouvrir la porte à des infections opportunistes par des bactéries. Il y a aussi parallèlement une conjonctivite purulente assez importante. Et dans ces sécrétions purulentes, il y a l'élimination massive de virus. Et tous ces symptômes sont très semblables à ce qui arrive quand le chien a une pneumonie bactérienne ou même une toux de chenille. Donc ça demande un diagnostic différentiel qui n'est pas très simple à faire. Dans le cas de problème épithélial, il y a de l'alopécie, le chien perd des poils dans certaines zones, il y a des pustules qui apparaissent, et en spécial, il y a une hyperkératose du museau
et des coussins plantaires et palmaires du chien. Donc, il y a un épaississement de l'épithélium dans ces zones et il commence à craquer, faisant des blessures. Dans la phase digestive, le virus il cause des vomissements, des nausées, une gastroentérite avec une diarrhée qui peut être hémorragique ou pas. Et il y a un diagnostic différentiel à faire avec la parvovirose ou la coronavirose. Et enfin, dans la phase nerveuse, qui est peut-être la pire, comme ça pouvait être encore pire, il y a des symptômes qui presque toujours laissent des séquelles. Il y a des myoclonismes, c'est-à-dire une démyélinisation des cellules nerveuses qui cause des contractions involontaires des muscles, même quand l'animal dort. Les cellules nerveuses en différents endroits peuvent être compromises, en spécial au niveau optique, ce qui peut causer une cécité, qui peut être définitive. Il peut causer aussi une nystagmus, quand la pupille des yeux elle n'est pas stable et elle bouge horizontalement, sans s'arrêter. Elle peut causer des problèmes d'ordre cérébellaire, et donc le chien a des difficultés d'équilibre, il a du mal à se lever. Il peut causer de l'ataxie, le chien ne réussit pas à se lever du tout. Et donc, comme je dis, ces phases, elles peuvent venir dans un ordre qui peut être aléatoire. Quant au diagnostic, bon, il y a des tests rapides aujourd'hui en clinique vétérinaire, mais ces tests, ils n'ont de fiable que quand ils sont positifs. Quand ils sont négatifs, il est possible qu'il n'y ait pas de virus circulant dans le moment, parce qu'ils ne trouvent que le virus circulant. Dans les larmes, par exemple. Donc, on collecte un peu de larmes, on met dans le petit étui, on met les gouttes suivant le protocole, et on a un résultat qui se ressemble un petit peu à un test de grossesse. Et donc, le positif est fiable, mais le négatif n'est pas fiable. Le plus simple est un diagnostic clinique basé sur des examens laboratoriaux qui sont moins spécifiques, comme par exemple une numération formule qui va donner l'état de chien au niveau de ces globules rouges, mais aussi de ces globules blancs. Et donc, on peut être sûr de l'état de l'immunosuppression du chien, par exemple. Et tout cela, allié à l'anamnèse et aux examens cliniques, nous permettent de fermer un diagnostic de maladie de Carré, ou au moins d'avoir un soupçon très important. Quant au traitement, même s'il y a tout le temps des drogues qui apparaissent, des médicaments qui apparaissent, qui sont immunostimulants, ou des antiviraux, ce qui est important pour ces chiens, c'est maintenir leur état général, et donc le traitement de support, il est indiqué. Et c'est ça la base de traitement. C'est-à-dire perfusion pour éviter la déshydratation, antibiotiques de large spectre de façon à éviter les infections opportunistes, corticothérapie pour éviter les effets inflammatoires de la maladie, éventuellement sédation s'il y a des symptômes d'ordre neurologique, et compléter tout ça avec des choses qui font vraiment la différence, qui sont liées à l'aspect psychologique. C'est-à-dire, quand l'animal il est déshydraté, par exemple, la perfusion, elle peut restituer l'équilibre hydrique du chien, mais il est important de mouiller, humecter sa bouche de façon à ce qu'il y ait du confort pour éviter que la bouche soit sèche, par exemple. Ce sont des petits détails qui font toute la différence pour le confort d'un chien. Et après, il y a des traitements qui sont plutôt nouveaux, mais qui ont des bons résultats. On est spécial pour la phase neurologique liée à l'acupuncture, par exemple, qui ont un taux de succès qui est très important pour récupérer les chiens. Et on entend toujours des traitements un petit peu plus héroïques et qui n'ont pas beaucoup de fondement quand on se demande les raisons. Je pense par exemple au jus de certaines verdures, aux légumes. Une chose est sûre, si ça ne fait pas mal, ça vaut le coup d'être tenté. Enfin, en prophylaxie, comme j'avais dit au départ, la vaccination fait toute la différence. Un animal vacciné, il a vraiment des meilleurs résultats face à la maladie qu'un animal qui n'a jamais eu de vaccin. Une autre chose au niveau de la prévention, statistiquement, c'est prouvé par des études scientifiques que la principale source de contamination est la personne qui traite. Même si elle change de gants, elle ne change pas de blouse et elle peut transmettre facilement la maladie d'un chien à l'autre si elle ne fait pas attention. Ça sert aussi par des fomites d'une façon générale, c'est-à-dire des abreuvoirs, des mangeoires, des niches partagées. Et donc ça nous amène aux élevages. Message à tout éleveur, vaccinez vos chiots, mais vaccinez aussi vos reproducteurs. En spécial vos reproductrices qui doivent avoir leur taux d'anticorps optimal au moment du croisement, de façon à transmettre l'immunité active au bébé par le colostrum. Enfin, quand un éleveur fait face à la maladie de Carré, qu'il y a un chien qui est contaminé, il doit l'isoler le plus rapidement du reste. S'il n'a pas réussi à le faire rapidement, il vaut mieux qu'il considère tout son cheptel compromis et qu'il fasse le traitement de support sur tous les animaux qui montrent des symptômes. Et enfin, et encore une fois, vaccinez vos reproducteurs, vaccinez vos chiots. Ce petit investissement vous coûtera beaucoup moins cher qu'avoir à régler des problèmes qui sont tragiques au sein des familles qui vous ont fait confiance en achetant un chien chez vous.
Et à bientôt pour une prochaine vidéo.